VOA Afrique. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Washington Forum. Jacques Aristide avec vous en direct de New York. Cette semaine, plein feu sur le Burundi, en crise depuis 1 an exactement. Fin avril 2015, le Burundi plongé dans une grave crise politique et humanitaire, déclenchée par la décision de Pierre Nkurunziza de briguer un 3e mandat présidentiel. 1 an après, les violences, les tueries et l'exode se poursuivent, à tel point que la Cour pénale internationale s'y intéresse désormais. L'espoir d'une sortie de crise est-il toujours permis? La communauté internationale a-t-elle échoué? Notre décryptage à venir. Washington Forum. Bienvenue et mille merci pour votre fidélité à Washington Forum. Une date, un triste anniversaire. 26 avril 2015 marque le début des manifestations anti-3e mandat du président Pierre Nkurunziza. 5 civils sont tués ce jour-là. 1 an plus tard, le bilan établi par des ONG fait état d'au moins 500 personnes tuées et de plusieurs dizaines de femmes victimes de violences sexuelles. Près de 260 000 personnes ont déjà fui le pays d'après l'ONU. Des morts sont également déplorés dans le camp du pouvoir. Un récapitulatif de la crise avec Bagassi Koura. Déjà 1 an de crise au Burundi, tout est parti le 26 avril 2015 lorsque le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, annonce la candidature du président Pierre Nkurunziza pour un nouveau mandat. Un 3e mandat jugé illégal par l'opposition, la société civile et une partie du camp présidentiel ainsi que la communauté internationale. Les manifestations et les violences vont s'en suivre et plonger le pays dans le chaos. C'est dans ce contexte de violence que le 13 mai 2015, le général Godefroid Niyombare, ancien chef d'état-major des armées, annonce un coup d'État. Mais le putsch fait long feu après plusieurs heures d'intenses négociations et une nuit d'affrontements violents entre putschistes et loyalistes. Le général Niyombare prononce sa reddition et prend la fuite. Après des législatives, sans surprise, le 24 juillet 2015, la CENI déclare Pierre Nkurunziza réélu avec près de 70% des voix. Les affrontements ne cessent pas pour autant. Plusieurs personnalités de l'opposition et du pouvoir, dont des généraux, sont assassinés. Le 23 décembre, le lieutenant-colonel Edouard Nshimirimana, ancien officier supérieur de l'armée burundaise, proclame la naissance officielle d'une rébellion, les forces républicaines du Burundi, pour chasser Pierre Nkurunziza du pouvoir. La tentative de médiation de l'Union africaine début 2016, elle tourne court et Pierre Nkurunziza impose son opposition à l'envoi des troupes de l'UA. Résultat, le pays est frappé par des sanctions économiques et occupe désormais la dernière place des pays les plus pauvres dans le monde. En 1 an, plus de 500 personnes ont été tuées selon les Nations Unies. 270 000 Burundais ont été poussés à l'exil. Une situation qui a contraint la procureure de la CPI, la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, a annoncé le 25 avril dernier l'ouverture d'un examen préliminaire sur les violences commises au Burundi depuis avril 2015. Merci bien Bagassi. L'heure d'accueillir nos invités sur ce plateau. Adama Dieng, secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé de la prévention du génocide. Également à New York, Samantha Lekin, spécialiste de la région des Grands Lacs. Elle est de Clark University dans l'État du Massachusetts. Via Skype de Bujumbura, le correspondant de VOA Afrique, Christophe Nkurunziza. Nous aurons aussi l'occasion d'écouter 2 célèbres défenseurs des droits humains burundais, Pierre Claver Mbonimpa, fondateur de l'Association pour la protection des droits humains et des personnes détenues, et Marie-Louise Barichako, présidente du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Nous avons également tenté d'avoir la participation d'un représentant du gouvernement ou du parti au pouvoir, mais les efforts ont été infructueux. Christophe, je commence par vous. Une année de crise politique et humanitaire. Faites-nous part du sentiment qui prévaut actuellement dans le pays. Quand on est en train de voyager dans les quartiers qui ont été touchés par la crise, après ce que vous avez très bien dit,
du troisième mandat du président Pierre Nkurunziza, il y a un semblant de vie qui commence à renaître. Mais la majorité des gens déplacés, qui se chiffrent aujourd'hui, d'après les chiffres de la Fédération internationale des droits de l'homme, à 250 000, les Nations Unies parlent de 250 000, et beaucoup de tués. Il y a le calme, mais c'est un calme qui est toujours là, parce que les gens aspirent à la paix. Mais la situation au niveau de tous les quartiers, c'est une situation de peur qui est là. Ils ont peur de qui? Ils ont peur de ces agents du pouvoir de Bujumbura, que ce soit l'armée, que ce soit la police. Certains membres, je spécifie, c'est certains membres de la police et certains membres de l'armée burundaise. Donc on voit très bien qu'il y a la peur qui s'est installée depuis avril 2015 et la vie recommence, même si tout le monde a peur. Mais au niveau général, il y a la peur, il y a l'économie, les gens qui au quotidien mangeaient 3 fois par jour, aujourd'hui mangent une ou ne mangent même pas. Donc il y a un sentiment que le Burundi est délaissé à lui-même, même si... La peur, la peur qui prévaut, l'économie en lambeaux. Oui, alors Christophe, vous restez avec nous. Voilà, vous l'avez entendu, Adama Dieng, le Burundi figure en haut de l'agenda de l'ONU cette semaine, et pour cause. Ce jeudi même, vous avez rencontré des défenseurs des droits humains, dont Pierre Claver Mbonimpa. Il y a à peine quelques jours, vous avez dit que la situation au Burundi vous empêche de dormir. Pourquoi ? Quand on a occupé des fonctions, celle de secrétaire général de la Commission internationale de juristes, de greffier administrateur du tribunal pénal international pour le Rwanda, on est donc familier des situations qui débouchent sur des atrocités criminelles. Et croyez-moi, je ne pouvais pas dormir et je trouve difficilement le sommeil ces jours-ci. Je suis très préoccupé parce que la situation continue, hélas, à se détériorer. Si on prend le nombre de victimes qu'il y a eu seulement dans le courant de ce mois d'avril, ce nombre est passé de 9 au mois de mars à 30 au mois d'avril. Vous comprendrez dans ces circonstances que je ne puisse trouver aisément le sommeil et de continuer à appeler toutes les parties à se retrouver autour de la table. Un pays aux frontières d'une guerre civile, mais que fait la communauté internationale depuis un an pour la prévenir? Parce que, pourquoi je vous pose cette question, c'est que les membres du Conseil de sécurité de l'ONU n'arrivent toujours pas à parler d'une même voix. Pourquoi? Écoutez, je dois d'abord préciser que jamais de mémoire de militants, de mémoire de fonctionnaires au sein des Nations Unies, on a vu la communauté internationale autant mobilisée qu'elle est dans le contexte de la crise burundaise. C'est une première. Je crois que si cette mobilisation avait eu cours au moment du génocide des Tutsis au Rwanda, au cours desquels des Hutus modérés et autres qui s'opposaient au génocide ont été tués, nous n'aurions pas eu ce génocide. Mais, vous l'avez bien dit, aujourd'hui, la communauté internationale ne parle pas encore d'une seule et unique voix, et il faut le déplorer. Que ce soit au sein de l'Union africaine, que ce soit au sein de la communauté de l'Afrique de l'Est, que ce soit même dans le cadre de la conférence des pays des Grands Lacs, et bien sûr au Conseil de sécurité, le consensus n'arrive pas à s'installer pour trouver une formule qui finalement permettrait au Burundi de se retrouver et aux Burundais de se mettre autour de la table et sortir de cette crise. Samantha Lekin, vous qui êtes associée au programme d'études sur le génocide à Clark University, l'histoire génocidaire risque-t-elle de se répéter au Burundi? Je pense qu'il y a deux choses à dire. Premièrement, on a vu que le gouvernement de Nkurunziza a utilisé la rhétorique du génocide. Mais la deuxième chose est essentielle de la définition de génocide par ONU, c'est l'intention.
Et à ce moment, c'est difficile de prouver qu'il y a l'intention de commettre le génocide contre les peuples Tutsis. Maintenant, il y a des parties qui sont mixtes et aussi c'est difficile de prouver. Alors, ça change, la situation change chaque jour. Et pour moi, ce n'est pas une question très importante parce que si c'est génocide ou pas, on doit faire quelque chose parce que chaque jour, les gens sont tués. Et ça, c'est vraiment un problème pour la région et la stabilité internationale. Christophe, généralement, que répond le gouvernement face à ces craintes de guerre civile ou au risque d'un embrasement ethnique? Il n'y aura jamais de génocide au Burundi, disent les autorités de Bujumbura, même si certains signes qui ne sont pas vérifiables pour un Burundais moyen sont visibles. Mais toujours est-il qu'il y a cette tension du mieux vivre. Vous ne pouvez pas mieux vivre aujourd'hui. Adama Dieng disait, quand on était à Arusha, on s'est rencontrés, il me parlait d'une situation tumultueuse qui peut amener vers le génocide. Mais moi, personnellement, je crois qu'il y a certains signes. Il y a les connaisseurs, il y a les historiens, il y a les observateurs des droits de l'homme, il y a la communauté internationale, mais toujours est-il que la situation au Burundi fait peur à beaucoup de gens, pas seulement les Burundais, même les voisins. Aujourd'hui, demain, après-demain, on est en train de parler de la situation au Burundi. Il y a des gens qui sont en train de me voir en train de parler comme ça. Je ne suis pas libre même de parler de ce que moi je vis au quotidien, ce que je vois au quotidien. Mais toujours est-il qu'il y a l'espoir. Il y a l'espoir qui va faire vivre les Burundais. Ils vivent depuis 1993. Ça fait au moins plus de 23 ans que les Burundais aspirent à la paix, aspirent à vivre heureux dans leur famille, aspirent à vivre avec tout le monde, de toutes les ethnies. Mais si demain après-demain, il y a ce partage de c'est ce que tout le monde veut, Christophe. Et d'ailleurs, nous avons reçu deux de vos compatriotes tout à l'heure. Alors, comme promis, nous vous proposons maintenant un premier extrait de notre entretien un peu plus tôt avec Marie-Louise Barichako et Pierre Claver Mbonimpa. Il est d'abord question de la manifestation mardi dernier près du siège de l'ONU, ici à New York, et du message qu'ils sont venus porter au monde. Les Nations Unies sont chargées de la sécurité de tout le monde. Alors au Burundi, il y a des violences, il y a des tueries, des assassinats, des tortures, toutes sortes de crimes. Alors nous sommes venus ici pour mettre de la lumière aux Nations Unies pour que les Nations Unies viennent secourir le peuple burundais qui continue à mourir aujourd'hui comme des mouches sans assistance. C'est le but de notre mission ici à New York. Tuerie, violence, mais le pouvoir dénonce lui aussi ces violences en montrant du doigt des mouvements armés qu'il accuse d'être liés à des politiciens qui veulent, dit-il, diviser le pays. Le gouvernement évoque par exemple les assassinats en série à la tête de l'armée, dont celui du général Kararouza lundi, de même que le récent attentat manqué contre un ministre et son épouse. La responsabilité est-elle donc partagée ? La responsabilité incombe toujours au pouvoir, au gouvernement, parce que tout pouvoir, tout gouvernement est là pour protéger le peuple. Si ce pouvoir n'est pas à mesure de protéger son peuple, c'est-à-dire que ce pouvoir est défaillant, il n'a pas de raison alors à ce que ce gouvernement continue à diriger le peuple. Mais il y a des gens que le gouvernement qualifie de terroristes. Le gouvernement, c'est son pouvoir de lutter contre le terrorisme. Nous voyons ici même à New York, aux États-Unis, dans d'autres pays d'Europe, il lutte toujours contre le terrorisme. Ce n'est pas le gouvernement qui devient terroriste, alors à ce moment, il faut qu'il protège son peuple. Docteur Marie-Louise Barichako, la crise burundaise finalement ne se résume-t-elle qu'au troisième mandat de Pierre Nkurunziza ? Non. Le troisième mandat de Pierre Nkurunziza, on peut dire qu'il a été le déclencheur de la crise. Mais la crise est beaucoup plus profonde que le troisième mandat. Il y a aussi le fait que
Pierre Nkurunziza, il a dirigé, mais on n'a pas de bilan. Il n'y a pas de réalisation. Et il y a toute une série de problèmes qui se sont posés à cause de la non-application des accords d'Arusha qui provoquent aujourd'hui la crise que nous vivons. Donc la crise que nous vivons, elle est beaucoup plus profonde. Elle est liée au leadership. Elle est liée au fait que les responsables ne se sentent pas obligés de rendre compte au peuple. Et c'est tout ça qui crée le malaise qu'il y a au Burundi aujourd'hui. Mais finalement, vous cherchez quoi? Son départ? Bon, nous cherchons une meilleure gouvernance du Burundi. Nous cherchons un cadre où tous les Burundais ont le droit de vivre, ont la liberté de s'exprimer et ont le droit de s'épanouir et de se développer indépendamment de leur ethnie, indépendamment de leur appartenance politique, indépendamment de toutes les considérations. Un Burundais, c'est un Burundais et tout Burundais a le même droit et les mêmes obligations que les autres. Nous retrouverons Pierre Claver Mbonimpa et Marie-Louise Barichako en deuxième partie d'émission. Et sans plus tarder, 2 commentaires Facebook. Ouedraogo Youssouf de Yamoussoukro, depuis 1 an, c'est une terreur insupportable sous un silence accablant de l'Union africaine. Diallo Tierno Oumar Diallo de Conakry-Guinée. Je suis pour l'invalidation du mandat de M. Pierre et pour son interpellation. Nous marquons une pause. Washington Forum revient dans quelques petits instants. D'abord, les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique. Restez branchés chaque soir à 20h temps universel. Pourquoi? Venez voir avec moi. Au programme de la bonne musique. Des sujets débats socioculturels. L'interaction avec nos auditeurs en Afrique et partout dans le monde. RM Show, c'est notre communauté. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa! Merci d'être toujours avec nous dans Washington Forum. Nous abordons le Burundi, 1 an de crise. Le Burundi également mentionné dans le dernier rapport annuel de l'ONG Freedom House à Washington. Eh bien, le Burundi est l'un des pays épinglés en matière de liberté de la presse. Justement, à propos de liberté d'expression, nous avions voulu réaliser un micro-trottoir dans les rues de Bujumbura, mais les habitants contactés sur place ont refusé d'accorder toute interview télé, disant avoir peur pour leur vie. Nous nous sommes alors tournés vers les Burundais au Rwanda pour parler des solutions qu'ils voient à la crise 1 an après. Nous écoutons quelques-uns d'entre eux. Moi, je plaiderais plutôt que l'option d'envoyer la police tunisienne, parce que, à mon avis, envoyer une armée constituée par les États de l'Afrique de l'Est, ça pourrait créer certaines susceptibilités. Je ne pense pas que lui, à la tête, ça pourra permettre une certaine réconciliation. Parce qu'il y a beaucoup de rancœurs qui se sont même focalisés sur sa propre personne. Moi, je trouve qu'il serait sage de pouvoir laisser quelqu'un d'autre pouvoir faire ce travail de réconciliation. Quelqu'un d'autre qui n'a pas participé à tout ce qui s'est passé. Les forces de la paix, je crois qu'ils ont déjà essayé et puis ils n'ont pas accepté, le gouvernement n'a pas accepté. Et puis je crois que les forces de la paix, c'est formel, c'est quelque chose de formel. Je ne crois pas que ça va amener la paix carrément. Ce sont les Burundais qui doivent résoudre leurs problèmes. Bon, les premières fois pour moi, surtout les partis politiques, il faut qu'ils s'assoient sur la même table pour qu'eux-mêmes cherchent comment la paix peut se trouver au Burundi. La deuxième fois, on peut amener les militaires tunisiens. Ça aussi, ça peut contribuer pour amener aussi la paix au Burundi.
Voilà, micro-trottoir réalisé par notre correspondant à Kigali, Maurice Magorane. Nous retrouvons nos invités, Adama Dieng, secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé de la prévention du génocide, Samantha Lekin, spécialiste de la région des Grands Lacs, de même que notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza. Adama Dieng, un mot sur la liberté de la presse, la liberté d'expression. Je parlais de ce rapport de Freedom House, qui en fait note une certaine amélioration sur le continent africain, hormis le Burundi. Inquiétant ? Pas seulement le Burundi, il faut préciser, peut-être là j'ai une divergence avec Freedom House, il y a encore certains États, hélas, en Afrique, où les journalistes n'arrivent pas à s'exprimer aussi librement qu'ils le souhaitent. Mais s'agissant du Burundi, une de mes premières visites en avril 2014 était aussi d'attirer l'attention des autorités sur la nécessité de mettre un terme au musellement des médias indépendants. Parce que là où la liberté de la presse ne prospère pas, on laisse la place libre à toute forme de rumeur. Et le danger est que, justement, la radio, si on prend ce média, la radio peut servir de véhicule pour propager le discours de haine. Et je dois dire à cet égard qu'il faut aussi, bien entendu, que les journalistes soient assez responsables pour ne pas participer à l'incitation à la haine raciale, ethnique, etc. Voilà, incitation à la haine, parce qu'évidemment, on sait qu'il y a un petit peu, Christophe parlait de ça, de cette tension ethnique entre Hutus et Tutsis. Vous êtes le monsieur ONU pour la prévention contre du génocide. Êtes-vous inquiet ? Je le suis, bien sûr, parce qu'il faut se souvenir d'une chose. Les accords d'Arusha ont permis de trouver une solution qui était, je dirais, la moins mauvaise à l'époque. Et c'était grâce à la personnalité de Madiba, Nelson Mandela, la personnalité de Mwalimu Nyerere, que ces accords ont pu être conclus. Et mettant un terme à une guerre civile qui avait coûté la vie à près de 300 000 personnes. Et Arusha est venu pour justement servir de gage de stabilité, stabilité institutionnelle, stabilité constitutionnelle. Arusha est venu avec un système de quotas qui a permis aux Tutsis et aux Hutus de partager en somme le pouvoir dans une certaine mesure, parce qu'à la vérité aussi, il faut le préciser, avant Arusha, les Hutus n'avaient pas autant de présence dans les institutions de l'État. Et c'est pourquoi il est important aujourd'hui de tout mettre en œuvre pour que Arusha soit maintenu, considéré pratiquement Arusha comme un instrument sacré. D'accord, ils ne sont pas parfaits, mais leur restauration fait partie de la solution. Oui, pas leur restauration, je dirais leur préservation. Il faut préserver les accords d'Arusha parce que c'est un gage de stabilité. Alors pour ce qui est de ce fameux dialogue inter-burundais, sa reprise paraît lointaine pour l'heure lorsqu'on voit les derniers commentaires du gouvernement. Cette reprise va-t-elle se faire vraiment? Et pour qu'il soit un succès, quelle devrait en être à l'issue? Écoutez, une négociation, un dialogue, ça se prépare. Ça prend du temps et je dois dire que Benjamin Mkapa, qui a été désigné par la communauté d'Afrique de l'Est pour faciliter ce dialogue conduit par Museveni, a déjà pris contact avec un certain nombre d'acteurs, y compris les présidents Kagame, Uhuru du Kenya, y compris également la présidente de l'Union africaine et bien entendu le représentant du secrétaire général Jamal Ben Omar, l'envoyé spécial je devrais dire, et tout ceci pour préparer donc la session inaugurale de ce dialogue. Il faut maintenant, pour que ce dialogue réussisse, qu'il soit inclusif. C'est important. Moi, je crois que seuls les Burundais, ensemble, pourront reconstruire ce pays. Seuls les Burundais pourront permettre que soit tournée la page de la violence. Alors, un dernier extrait maintenant de notre entretien un peu plus tôt avec les défenseurs des droits humains, Pierre Claver Mbonimpa et Marie-Louise Barichako. Les deux activistes sont désormais exilés en Belgique. Un fils et beau-fils de Pierre Claver ont été assassinés et lui-même a échappé à un attentat. Quelle sortie de crise voit-il pour son pays? Nous l'écoutons. La crise émane d'abord des accords d'Arusha et de la Constitution que Nkurunziza a voulu quand même violer
Alors à ce moment, il faut le respect des accords d'Arusha et la Constitution. Même moi, si j'étais victime d'attentats d'assassinat avec quelques membres de ma famille, ce n'est pas à dire que je suis terroriste, parce que vous avez évoqué du terrorisme. Pour moi, uniquement, ce sont des assassinats ciblés pour que Nkurunziza prouve pour qu'il puisse se maintenir au pouvoir. Docteur Barichako, même question. L'espoir d'une sortie de crise est-il toujours permis? On ne serait pas ici si on n'avait pas d'espoir. On doit espérer. Même contre toute réalité, on doit espérer. La sortie de crise est possible. Il faut juste la volonté. La volonté de tous les acteurs, y compris et d'abord du gouvernement en place. Le gouvernement en place doit se montrer disposé à résoudre cette crise. Et le jour où il voudrait, la crise serait résolue en 2 heures de temps. Oui, retour sur ce plateau. La CPI vient d'ouvrir un examen préliminaire sur les violences au Burundi. En quoi cela va-t-il aider le pays, Samantha Lekin? Oui, je pense que les examens préliminaires du CPI sont très importants et peut-être peut changer la situation pour Burundi. Je pense que dans les règles du droit international, c'est très important de voir que les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide, les crimes de guerre sont là à Burundi. Et il y a une certaine importance quand il y a une investigation internationale par le CPI. Je pense que ça va aider avec la situation en même temps que les négociations et les autres efforts. Alors, Adama Dieng, vous avez rencontré ces défenseurs des droits humains et vous avez parlé de cette question. Le Conseil de sécurité a voté le 1er avril l'envoi d'une police de l'ONU au Burundi, une résolution qui avait d'abord divisé le Conseil, n'est-ce pas? Alors, quand cela va-t-il se faire et cette force, Adama Dieng, va-t-elle pouvoir rétablir l'ordre et la paix? Ouais, disons d'abord qu'il ne s'agissait pas de l'envoi d'une force de police, mais il s'agissait de demander au secrétaire général de soumettre au Conseil des options pour la mise en place d'une force de police qui permettrait de surveiller la situation, qui permettrait aussi de surveiller le respect des droits de l'homme, etc. Le secrétaire général, le 15 avril, a soumis par le biais d'une lettre au Conseil de sécurité 3 options. La première, c'est une option de déploiement d'une police onusienne avec pour mission de protéger, n'est-ce pas, et de surveiller. Et ce serait une mission de 3000 policiers. Ensuite, il y a une deuxième option qui est une option de 228 officiers avec une mission de surveillance uniquement. Et enfin, la troisième option, c'est une mission d'évaluation. Cela dit, le Conseil s'est réuni justement hier pour discuter de ces options et ces discussions vont se poursuivre pour finalement adopter l'option la plus appropriée. Christophe, très rapidement, jusqu'à présent, le gouvernement refuse de s'asseoir à la même table que le Sénarède, une plateforme qui regroupe la quasi-totalité de l'opposition burundaise, en exil ou restée au pays. Pourquoi ce refus, Christophe? Ils sont très bien clairs. Ils ne peuvent pas s'asseoir avec les gens qui tuent tous les jours, ceux qu'ils appellent les terroristes. Mais dans un autre temps, ils ne disent pas non. Ils disent oui s'ils ne sont pas là, mais non quand ils sont là. Donc moi, je crois qu'il y a l'espoir. Je le dis très bien. Il y a l'espoir et ce sont des humains. Ils voient la situation qui commence à changer petit à petit dans certains quartiers de Bujumbura. Mais ils disent toujours ne pas s'asseoir. D'après un président d'un parti politique de l'opposition qui est toujours à Bujumbura, il a toujours dit c'est impossible de ne pas dialoguer. Vous avez le temps fait défaut dans cette émission. Il nous faudra une autre émission sur le Burundi, certainement. Et voilà, point final à ce Washington Forum réalisé avec les équipes de Washington et New York. C'était Jacques Aristide à New York. Take care.